Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, ignames France, ignames jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. À compter de demain, le prix des produits pétroliers sera mis à jour. Le super samplon augmente de 6 centimes et vous coûtera 1,76 €. Le gazole route qui lui coûtait 1,76 €, eh bien baisse de 13 centimes et vous coûtera 1,63 € à la pompe. La bouteille de gaz, elle, coûtera à partir de demain 22,79 €, soit 1,02 € de plus que pour le mois de février. Et l'association Mixage à Pliane au Gosier s'insurge contre la destruction de son local. Pour la municipalité, le bâtiment était vétuste et ne répondait plus aux normes de sécurité. Un avis que ne partagent pas certains usagers qui auraient voulu conserver cette structure centrale du quartier. Le reportage. C'était pas un local vétuste. Il y a peut-être des choses qui auraient pu être refaites dans ce local, c'est au niveau les WC, mais à part ça, c'est un local qui était très agréable, très sécurisé, qui avait été rénové, comme tu dis, il y a moins de 10 ans, donc il n'y avait aucune raison qu'il soit vraiment détruit ainsi. On est indigné de cette situation, puisque le local a été démoli dans un contexte qui, selon nous, ne respecte pas la procédure. Nous sommes en attente depuis le mois de janvier d'un local provisoire. À ce niveau-là, nous n'avons pas du tout d'informations. Et donc, c'est déjà un premier point. Et ensuite, à la place de la communication, on se retrouve dans des assignations au tribunal. C'est tout ça qui nous interpelle. Ce local, je l'ai fréquenté depuis à l'âge de 15 ans. Depuis du temps du tout premier président, M. Étienne Moulian, qui est décédé depuis, et jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et là, je peux vous dire que je suis revenue des vacances du carnaval. Et quand je suis passée devant le local et j'ai vu la clôture, le local complètement rasé, vraiment, ça m'a fait un coup. Puisque dans cette association, il y avait de tout. Nous étions, comme on dit très souvent, il y avait des fêtes, il y avait des manifestations, il y avait d'autres associations. Donc déjà, maintenant, là, je fais partie de l'association des diabétiques, où nous venons faire notre sport. Les gens étaient très satisfaits parce qu'on était avec un éducateur adapté pour pouvoir prendre en charge des personnes d'un certain âge. Et il n'y avait pas seulement que des diabétiques, il y avait aussi des hypertendus, il y avait aussi des gens en situation d'obésité ou de surpoids. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment choquée de voir la démolition de cette maison que vraiment je connais depuis plus de 50 ans que je connais cette association. Et on enchaîne avec Frédéric Vaux, directeur national de la police, qui a fait le déplacement pour féliciter les forces de l'ordre présentes sur le terrain lors des événements sociaux de fin 2021. Le reportage. Je voulais vraiment venir ici en Guadeloupe pour témoigner ma reconnaissance et ma gratitude à tous les personnels de la police nationale qui se sont engagés à l'occasion des émeutes de la fin de l'année 2021 et du début de l'année 2022. J'ai été un peu contrarié dans mon emploi du temps. J'aurais aimé pouvoir le faire plus rapidement. Mais je tenais vraiment à être présent pour leur dire toute ma reconnaissance pour la manière dont ils se sont engagés avec beaucoup de courage, de professionnalisme, de sang-froid, de mesure, de discernement. Ça fait honneur à la police nationale, ça fait honneur à la République face à des situations qui étaient extrêmement dégradées.
C'était important qu'on puisse effectivement organiser cette cérémonie et puis témoigner à tous les fonctionnaires de police qui étaient présents la reconnaissance et la satisfaction pour effectivement leur engagement et ce qu'ils ont accompli effectivement au cours des événements de novembre 2021 à janvier 2022. Et puis c'est une cérémonie qui est particulière parce qu'elle est rehaussée par la présence du directeur général de la police nationale. Voilà, c'est pas anodin que le directeur général lui-même soit présent, donc on est tous très honorés de cette présence. Voilà, donc c'est vraiment une cérémonie importante. Il est important qu'on puisse aussi, au-delà de la cérémonie elle-même et son formalisme, il est important qu'on puisse reconnaître et témoigner à tous ceux qui étaient là, effectivement, la reconnaissance, la satisfaction, l'admiration pour ce qu'ils ont fait, pour ce que les uns et les autres ont pu faire. Voilà, donc c'était une cérémonie importante. Il est évident, la place du préfet était évidemment d'être là ce matin. Il y avait des médailles pour actes de courage et de dévouement et des médailles de la sécurité intérieure. Qui récompense, qui honore certains de ces policiers qui se sont particulièrement distingués. Mais mon hommage vraiment s'adresse à l'ensemble de tous les fonctionnaires de la police nationale en Guadeloupe. Chacun à sa place a joué son rôle. On a vu des fonctionnaires de police dont ce n'était pas forcément le métier venaient prêter main forte à celles et ceux qui étaient chargés de rétablir l'ordre public. Et c'est cet effort collectif, de manière soudée, qui nous a permis de surmonter cette épreuve particulière de la fin de l'année 2022. Retour maintenant sur la plénière du département avec des débats autour des orientations budgétaires. Les élus entendent voter le mois prochain un budget de 900 millions à 1 milliard d'euros pour réparer les dégâts occasionnés par Fiona, s'occuper au mieux des seniors et des porteurs de handicap qui sont assez délaissés, il faut le dire, mais aussi mettre à jour la carrière des agents de la collectivité ou encore installer de jeunes agriculteurs. On fait le point. Tout à fait, la plénière se place bien puisque nous avons échangé sur différentes questions. C'était l'occasion aussi d'apporter des informations sur certaines politiques publiques ou que les élus eux-mêmes puissent apporter des éléments. Vous avez vu ce travail dense qui a été effectué par la commission des finances sous la présidence d'Élie Califère. Maintenant, nous allons en commission travailler pour traduire tout cela en chiffres et qui seront présentés dans le cadre du vote du budget d'ici un mois. Venons de débattre d'orientation budgétaire et on ne peut pas le faire sans avoir en tête la situation nationale, internationale et le renchérissement des prix et des matériaux. Donc cela, le département devra l'entendre. Il y a aussi l'inflation qui est là et il faut savoir que l'État ayant décidé d'appeler au remboursement de sa dette, cela aura une incidence sur nos financements. Donc c'est l'exemple laquelle nous nous sommes appesantis là-dessus. Après, nous avons débattu des grandes orientations. Et ce sont les politiques publiques que nous devons mettre en place au niveau de l'enseignement, les collèges qu'on doit réaliser et surtout l'investissement, plus de 127 millions qu'on mettra pour réparer les dégâts de Fiona. C'est important pour les collectivités, c'est important l'accompagnement, les contrats pays que le président veut mettre en place. Et je pense que là, il y aura une visibilité pour nos territoires, sans compter la partie des aînés, les seniors, les handicapés, la partie sociale, c'est près de 500 millions. On devra mettre en place sur un total de budget qui devrait arriver entre 900 millions à 1 milliard. 1 milliard au service de la solidarité, 1 milliard au service du pays. C'est ce que nous avons essayé d'élaborer avec nos services, mais aussi avec les commissaires de la commission de finances qui ont fait un travail conséquent. Au niveau de l'administration, dès le début d'année, nous avons rencontré toutes les organisations syndicales et nous les avons rencontrées avec le DGS, M. Nestor, chaque organisation. Nous avons fait un certain nombre de propositions sur le régime indemnitaire, sur les conditions de travail, sur l'accompagnement concernant le GPEC, puisqu'il faut que nous soyons beaucoup plus dynamiques et lorsque quelqu'un part à la retraite, ne pas attendre qu'il soit parti pour le remplacer, mais bien avant. Donc ce sont des modifications. On doit mettre aussi des reportings de manière à connaître l'efficacité des politiques publiques de manière régulière. C'est un secteur qui me tient à cœur. Nous allons faire des appels à projets dès 2023 pour permettre aux jeunes agriculteurs de pouvoir s'installer. Nous l'avons fait la semaine dernière à Marie-Galante. C'est 8 jeunes agriculteurs que nous avons pu permettre de s'installer et nous allons poursuivre dans cette voie sur l'ensemble du territoire. Ce que je veux, c'est que les terres agricoles du département soient mises à disposition des jeunes agriculteurs et ce qui nous permettra d'augmenter notre production agricole, j'en suis convaincu. Donc un budget, vous l'avez entendu, qui est estimé entre
900 millions d'euros et 1 milliard. Et notez en bref que le président de région Harry Chalus est convoqué devant le tribunal correctionnel le 30 mars prochain. Il est suspecté d'avoir dépassé le plafond légal des dépenses électorales fixé à 168 833 € pour la campagne des régionales de 2015. Selon les autorités, il aurait procédé hors déclaration à son compte de campagne au paiement de factures par le biais de l'association Alliance Bémaosienne. On lui reproche également d'avoir détourné des fonds qui lui avaient été remis pour le compte de cette même association. En somme, l'homme politique aurait déclaré 160 788 € de frais de campagne alors que 170 956 € auraient été engagés. Et Harry Chalus qui précise qu'il n'hésitera pas justement à se présenter pour répondre aux questions du juge. Et les recrues du RSMA sont à pied d'œuvre pour restaurer une partie du site de Providence, situé en plein cœur du parc national, non loin de la traversée à Petit-Bourg. Ces derniers ont pour mission d'éliminer les espèces exotiques envahissantes, des plantes qui représentent une menace pour les écosystèmes. Elles captent une part importante des ressources utilisées par les espèces locales jusqu'à les faire disparaître. Sur le site de Providence, ce ne sont pas moins de 10 hectares de forêt qui ont été modifiés. Les jeunes ont à charge de s'occuper de 2500 mètres carrés, une mission plus pédagogique qu'autre chose. Regardez. Donc ici on a donc une espèce, enfin là on travaille sur une espèce, on est sur 10 hectares avec plus de 20 espèces, minimum 20 espèces exotiques envahissantes. Là on travaille sur une espèce qui fait une couche monospécifique, on va dire qui recouvre une surface de 2500 mètres carrés. L'impact que ces espèces vont avoir, les espèces exotiques envahissantes, c'est qu'elles vont prendre la place de la forêt. Parce qu'elles n'ont pas le même développement, le même comportement que les espèces natives, indigènes. Et du coup, elles vont se développer à profusion. Et parce qu'elles ont trouvé un terrain de développement, on va dire, pour qu'elles puissent se pousser assez facilement. Et du coup, là, on va les couper pour replanter derrière des espèces qui sont originaires de Guadeloupe, qui sont adaptées à nos forêts et qui nous permettent d'avoir une forêt diversifiée, naturelle, on va dire, comme ce qu'on devrait retrouver dans le parc national. On vient soutenir, aider les agents du parc pour nettoyer une zone. Là, actuellement, donc, on est en train de... Il y a une mauvaise herbe qui est en train de prendre le dessus sur la forêt. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, en fait, on vient véhiculer un message pour les jeunes. Les agents du parc leur apprennent ce qu'il faut faire et pas faire au sein d'un parc sur cette île. Le chantier est titanesque quand même parce qu'on est sur 10 hectares de terre à restaurer. Là, on va dire que on compte pas sur le RSMA pour restaurer les 10 hectares. On est dans une action de sensibilisation, dans une action d'information, enfin de communication, d'échange, on va dire, et pour amener les personnes engagées du coup à découvrir les métiers du parc, à découvrir le parc et à connaître un peu plus sur la nature. Et on va dire que voilà, c'est une action vraiment but pédagogique. Et notez que les Outre-mer concentrent 74% des espèces exotiques envahissantes de France. Et on enchaîne maintenant avec la journée de sensibilisation au site humide. Ça se passait sur le site de Taonaba aux Abîmes. La journée mondiale des zones humides, c'est le temps pour tout un chacun de se pencher sur les enjeux liés à la préservation des milieux aquatiques et plus spécifiquement les zones humides. L'idée, c'est vraiment de comprendre à quoi servent ces zones humides, pourquoi il est important de s'en occuper, de les préserver et de les restaurer. Et l'Office de l'eau, dans sa mission d'information et de sensibilisation à ces enjeux de préservation des milieux aquatiques, organise régulièrement des événements d'animation pour sensibiliser les enfants, les collégiens et tout un chacun à ces enjeux de préservation des milieux humides. Donc, pour cette journée mondiale des zones humides, qui a lieu normalement le 2 février, nous avons décidé de convier les collégiens à toute une journée d'animation avec différents ateliers avec nos partenaires institutionnels et associatifs pour qu'ils comprennent vraiment ce que sont les zones humides, à quoi elles servent et pourquoi il faut les préserver. Je suis venu leur exposer une des zones humides principales qu'on a en Guadeloupe qui sont les rivières et les cours d'eau. Donc je leur explique les spécificités de nos cours d'eau guadeloupéens et aussi la biodiversité qui est associée. Donc les poissons, les crevettes, les oiseaux et aussi les interactions qui entre tous ces animaux, les interactions de reproduction, de
nourrissage, de repos. Voilà, et ensuite, ils ont des petits jeux d'énigmes pour voir s'ils ont retenu ce que je leur ai dit, et aussi un petit jeu pour voir s'ils ont retenu c'est quoi la notion d'écosystème. Voilà, c'est effectivement la journée des zones humides, donc c'est effectivement montrer aux élèves tout ce qu'on pouvait leur proposer autour de la construction, de la découverte des zones humides. Et donc, en fait, tout l'intérêt, effectivement, de prendre en considération les zones avant de partir sur des constructions. C'était surtout ça, vu la situation actuelle, et on le voit aussi dans le programme scolaire. La pollution, c'est notre lot quotidien, donc il faut faire au mieux pour pouvoir préserver notre nature. Donc le cadre est magnifique, donc je pense qu'après le passage dans les différents stands, il y a quelque chose qui restera. Et on part maintenant pour l'expo-vente d'orchidées organisée à Morne-à-l'Eau. La municipalité veut à terme favoriser le fleurissement de tout son territoire. Le reste en images. C'est vrai que c'est une première pour nous à Morne-à-l'Eau, notamment aujourd'hui sur l'orchidée, une belle plante que les Guadeloupéens aiment beaucoup, on a remarqué de plus en plus. Et c'est aussi une volonté de la municipalité, notamment monsieur le maire Jean Bardaille, de voir sa ville fleurie à terme. Et on ira de plus en plus dans ce sens, permettre que Morne-à-l'Eau soit de plus en plus belle, de plus en plus fleurie. Nous irons même à terme vers des concours de parterres fleuris avec la population. La commune de Morne-à-l'Eau nous a très bien reçus, mais vraiment très très bien. Les gens ont été très réceptifs. Ce matin, ils sont arrivés très tôt. J'ai même pas pu finir d'installer, ils étaient déjà là. Et là, mon stock que j'avais ramené pour la journée est pratiquement fini. C'est-à-dire que je vis en appartement et c'est vrai que j'ai toujours aimé les plantes. Et pour moi, quand on vit en appartement, c'est un peu, qu'est-ce qu'on voit? C'est du béton. Et quand on met des plantes chez soi, on trouve un peu le côté nature, le côté un peu connexion à la nature. Et justement, le vert même de la plante vous donne de l'espoir et vous permet de vous extérioriser de l'appartement aussi. Nous pouvons tout à fait dire que c'est le début d'un grand projet, un projet qui va donner une nouvelle image à Morne-à-l'Eau, une plus belle image, comme vous le savez, Morne-à-l'Eau, c'est le carrefour du Nord-Grande-Terre. Eh bien, maintenant, on ne va pas faire que passer. On va s'arrêter à Morne-à-l'Eau pour observer, voir, contempler, admirer, parce que nous allons avoir une ville fleurie. Et maintenant, je reçois Maryse Romanos, présidente de l'association Alliage, qui organise la 11e édition du Guadeloupe Poésie Festival. Bonsoir Madame Romanos. Bonsoir monsieur. Et vous êtes en compagnie d'une participante justement à ce festival, en la personne de Chantal Clem, qui est docteur en histoire et diplômée en droit administratif. Vous êtes également écrivain et poétesse. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Alors j'aurai beaucoup de questions pour vous tout à l'heure, mais on va en venir justement sur cette 11e édition. Comment se profile-t-elle, Madame Romanos? Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est fait prêt. Seulement nous aurons peut-être les poètes vont arriver, d'autres poètes vont arriver demain. Marc Alexandre et Albert Morisseau et Marilène Desbonnes aussi pour demain. Et nous avons déjà Chantal Clem de la Martinique, Régina Josselin, oui. C'était merveilleux aussi, c'est un conteur, et Charles Sagalan du Canada. Et avec les poètes de la Guadeloupe. Et ce soir, nous aurons à Morne-à-l'Eau un slammer, un ou deux slammers de Morne-à-l'Eau. Donc, nous sommes partis pour travailler, pour faire une belle prestation poétique. Alors, Chantal Clem, il faut dire qu'elle a déjà présenté, fait sa prestation artistique et poétique. Et on peut dire que c'est la passion, le feu, la joie. Mais au-delà de la joie, elle présente une réalité qui est une réalité militante et qui est assez difficile.
Alors justement, je vais me tourner vers Madame Clem. Ça m'intéresse assez de savoir un peu à quelle période vous avez vraiment commencé la poésie, sachant que vous avez un parcours quand même assez atypique, vous avez fait un certain type d'études, finalement vous vous retrouvez à travailler pour des ONG et à sillonner le monde. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un peu le contact avec la misère de ce monde qui vous a poussé à faire de la poésie ? Non, je pense que c'est... Alors, effectivement, que le contact, en fait, les diverses expériences que nous avons, effectivement, vous savez, les voyages nous enrichissent, effectivement, que ça nourrisse, effectivement, le propos, que ça nourrisse la prose, que ça nourrisse la créativité, c'est totalement normal, vous voyez. Donc, l'un interagit sur l'autre, effectivement. Mais la poésie, c'est une passion, déjà, c'est un langage passion de du toujours. cœur. Oui, passion de toujours, voilà, un langage du cœur, une expression, et puis, je pense que c'est la plus belle langue qui soit, en fait, voilà. Après le créole, bien sûr. J'aime bien, on revient à l'aspect chauvin, puisque vous êtes originaire de la Martinique. Oui, mais... J'ai tendance à dire que les Martiniquais sont plus chauvins que nous. Non, mais peu importe, mais n'empêche que le créole, c'est la langue de l'amour, et nous y retrouvons dans le beau créole guadeloupéen, comme dans le tout aussi beau créole martiniquais, et comme dans le tout aussi beau créole haïtien. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant, effectivement, dans la poésie? De jouer avec les mots? C'est ça, c'est jouer avec les mots, en fait. C'est que vous pouvez faire dire aux mots ce que vous voulez. Vous pouvez, c'est comme si, en fait, il y a un pouvoir de création qui est absolument incroyable. Vous pouvez prendre les mots, vous pouvez leur donner sens, vous pouvez leur donner vie, vous pouvez les mettre, en fait. Vous avez cette possibilité. Imaginez que vous avez un pouvoir de créer du sens, en fait. Et le mot a le sens que vous voulez. Vous avez cette magie, cette musicalité. Et il y a cette transmission et cette communion que vous avez, en fait, avec les personnes qui sont en face. Et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est un faisceau de créativité qui rejoint, comment je vais dire, comme Madame Romanas le disait si bien, un feu qu'on a envie de transmettre parce que, en fait, celui qui écrit, vous savez, il est habité par quelque chose et il ne peut le contenir pour lui. C'est ça qu'il y a un peu de surréaliste, d'incroyablement. C'est l'imaginaire qui rentre et je trouve ça absolument incroyable. Et en fait, Madame Romanas parlait tout à l'heure de Jocelyn Regina, qui est un conteur et des slameurs, justement, qui sont les nouveaux conteurs d'aujourd'hui, qui disent les choses, qui déclament les choses. Et dans le monde... Pour vous, c'est un peu, ça s'apparente à la poésie? Oui, c'est une forme de poésie effectivement moderne, plus engagée, puisque vous savez qu'elle vient quand même, le slam vient plus de la revendication, le conte plus de la transmission, donc nous sommes dans deux faits différents, mais néanmoins il y a un substrat commun. Ce substrat commun, en fait, c'est justement cette oralité, cet art de l'oralité, cet art de dire des choses avec une vie, avec une âme. On sort un peu, si vous voulez, de cet univers qui serait totalement illusoire, factice, pour retourner dans des choses réelles. Et le monde aujourd'hui, avec toutes les crises actuelles que nous connaissons et l'actualité ne cesse de nous embassiner matin, midi et soir, eh bien, on a besoin de ces aérations pour avoir un peu de magie. Et la magie, un peu ces étoiles qui brillent, on a besoin de ça pour à nouveau faire battre nos cœurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire que effectivement c'est aussi un peu toutes ces actualités assez moroses qui nourrissent un peu votre travail? Alors, elles nourrissent, oui, elles sont obligées. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, qui suis une militante, quand moi j'écris, il y a un militantisme, comme Madame Romanas le disait très bien, comme la présidente, il y a un militantisme. Mon écriture n'est pas une écriture qui serait justement juste pour le plaisir du cœur. Elle est mue, effectivement, elle est animée par ce militantisme, cette conviction des choses qu'il faut dire. Alors, je suis une très mauvaise slameuse, donc je n'ai pas pu aller là-dedans. Je suis une très mauvaise conteuse, je n'ai pas mis là-dedans. Par contre, j'aime jouer, j'aime me faire croire que j'aime jouer avec les mots. Et ce festival est pour moi vraiment un cadeau. Je remercie la présidente, je remercie M. Dalican de me donner cette opportunité et de donner aussi à ces poètes l'opportunité d'aller là-dessus. Et comme je vous disais, en fait, quand je vais dans ces rendez-vous-là, quand je vais dans ces rencontres, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si, en fait, on est hors sol pendant un moment. Alors, on oublie les crises, on oublie les problèmes, on oublie les si, et on crée, en fait, du jeu, on crée de l'amusement. Et c'est ça la folie de l'art, c'est ça la beauté de l'art, et c'est ça la puissance de l'art. Et je voudrais que, j'ai le souhait, peut-être pieux, que nous puissions retourner justement à cette noblesse des choses pour redonner sens en fait à ce qui nous façonne, à ce qui nous fait, et que nous ne nous perdions pas derrière cette culture de vide qui est maintenant je suis culture du vide. Bien sûr, vous savez ce que c'est. La culture du vide, c'est je suis liké, donc j'existe. Plus j'ai de likes, plus je crois que j'existe. Alors qu'effectivement, il suffirait que je dise que j'aille aux toilettes et que je sois contente d'être likée sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est dommage de sortir de ça et de revenir à des choses qui sont qui sont plus nobles, qui sont plus profondes, qui sont plus culturelles, qui sont plus ancrées en fait et qui disent quelque chose de sérieux dans une société justement où cette culture du narcissisme
romanticisme nous a totalement fini en train par nous noyer dans nos propres reflets. On est d'accord que en tant qu'art, la poésie reste libre d'interprétation. Mais évidemment, et c'est tout ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je ne peux qu'inviter en fait vos téléspectateurs à venir nous voir et à soutenir le travail de Mme Romanos et de son équipe qui fait un travail absolument incroyable, parce qu'effectivement, c'est cette liberté extraordinaire que donne l'art et c'est cette puissance extraordinaire qu'on a besoin de redécouvrir. Et vous savez, à la poésie s'ajoute quelque chose, en plus de l'art, de la puissance de la création et de la liberté, on retrouve le sens du beau. Le beau? Oui. Le vrai beau dans ce cas-là? Le vrai beau dans le sens le plus noble du terme. Le beau filtré des réseaux? Souhaitons que justement que nous arrivions à transfigurer ce beau à filtre des réseaux. Merci beaucoup en tout cas, Madame Clem. Alors Madame Romanos, c'est vrai que le programme a déjà commencé, les artistes ont déjà commencé justement à déclamer leur poésie. À quoi les Guadeloupéens pourront assister ces prochains jours? Alors, mardi, c'est ce soir, à Morne-à-l'Eau, il n'est pas trop tard. Les gens peuvent, les Mornaniens peuvent s'y presser, hein, parce que je crois qu'il y a dans la poésie cette créativité qui est la quintessence de l'essence et de la recherche de Dieu dans la poésie. Ah, pour vous, il y a une petite connotation spirituelle dans la poésie? Pourquoi pas? Aussi. Très bien. Alors, le 1er mars à Trois-Rivières, nous serons à la bibliothèque Péronne-Salin. Le jeudi 2 mars, nous serons à Capesterre, la maison du quartier Cité des Sources, Capesterre-Bello. Le vendredi 3 mars, nous sommes à Petit Canal et médiathèque Guy Fromager. Et moi, j'aurais été contente si chaque jour, vous pouviez repasser un petit peu ce programme. Ça aurait été intéressant puisque le soir, par exemple, ou bien le midi, vous dites le vendredi 3 mars, eh bien, nous sommes à Petit Canal. Parce que les gens veulent goûter à la poésie. Comme on goûte un mets excellent, mais même plus. Il y a la poésie qui est exceptionnellement grave, mais exceptionnellement joyeuse aussi. Elle nous libère de tout faux pas. Elle nous aide à dire ce que nous avons au fond du cœur. Alors, le samedi 4 mars, nous serons à la librairie pour lire Zach de Damancourt au Moule, de 10h à 13h, et à 18h30, nous serons à Vieux Habitants, médiathèque du Bourg. C'est un peu vite dit et c'est dommage, mais enfin, le 5 mars, nous serons Poésie en charrette avec le concours de l'association Volcan de Sainte-Anne. Et j'ai déjà reçu possibilité aussi de déjeuner sur place. Et j'ai reçu un appel déjà, plusieurs appels pour dire qu'ils sont intéressés par cette poésie en charrette. Et le 18 sera la clôture du festival Maison coloniale de Ronche à Bémarou. Alors, donc, c'est véritablement un festin où nous pouvons admirer, écouter tous ceux qui déclament, mais je dirais tous ceux qui disent leur réalité en toute liberté, mais dans la beauté, la joie, l'affection, la tendresse. D'ailleurs, La tendresse se niche pour survivre, c'est un de mes ouvrages. La tendresse se niche pour survivre. Il faudrait que vous me receviez un jour, peut-être, pour qu'on en parle. Nos problèmes. Merci beaucoup, en tout cas, à vous d'être venus sur ce plateau ce soir. Nous parler donc de cette 11e édition du Guadeloupe Poésie Festival. Il y a encore plusieurs dates où vous pourrez justement assister aux déclamations de poèmes. Merci en tout cas pour le travail que vous réalisez pour cet art. Il faut quand même bosser dessus, puisque bon, les jeunes, c'est pas trop leur créneau, mais il faut qu'on fasse de la transmission, c'est super important. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.